Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Coach Live, donc l'émission numéro 11 avec l'équipe Coach Live. Donc pour l'instant, il y a Sébastien Cuvier, le coach Seb. Bonjour Seb. Bonjour Pépite, bonjour Sandy, bonjour à tous. Il y a donc Imed Ama qui va arriver, donc dès qu'il apparaîtra, on vous le dira. Il est juste parti quelques secondes. Et notre invité, donc je sais qu'il y a donc Manu Abreu qui est pas dispo, il a un problème de réseau, donc on attend de voir s'il arrive à se connecter. Voici donc notre invité, donc c'est Sandy Guichard de l'AS Monaco, le préparateur physique. Donc il va nous raconter son histoire, son histoire de joueur, son histoire de comment il est arrivé à être préparateur physique, le parcours qu'il a eu. Et puis après, on va échanger et discuter justement sur ce sujet, les préparateurs athlétiques et physiques. Bonjour Bonsoir à Sandy. tous. Bonsoir à tous et merci de m'accueillir. Très sympa de votre part. Voilà. Ben, merci à toi de répondre présent. De toute Ouais. façon, on le répète encore une fois, merci à vous de participer à cette émission. Tu es le 11e à y venir. On a d'autres invités qui sont déjà prévus, donc c'est super intéressant. Voilà, l'échange, encore une fois, on le répète, c'est pas de piège ou autre, c'est vraiment de connaître un peu ton cursus, comment tu es arrivé là, pour donner peut-être envie à des préparateurs physiques qui espèrent un jour devenir préparateur physique, pourquoi pas en club pro. Donc montrer ton parcours pour montrer que on peut y arriver, peu importe le vécu, et on le voit bien avec l'exemple qu'on a eu sur Christophe Gamel au niveau des entraîneurs, c'est l'envie et la détermination. Quand on travaille et quand on fait les efforts, souvent ça paye. Donc voilà, le principe il est là, c'est de démontrer que tout le monde peut y arriver à partir du moment où on se la donne. Donc voilà, vas-y Sandy, donc raconte-nous ton parcours. Ouais, écoutez, encore une fois, merci de me recevoir. Non, moi, écoutez, je viens un peu comme tout le monde, hein, je viens du monde amateur, comme on va dire un peu 99% des gens qui font le football français. Si je peux dire, côté foot, côté joueur, j'ai pas fait une grande carrière puisque j'ai joué dans la banlieue lyonnaise. Voilà, j'ai fait un petit parcours aussi bien en départemental, régional que voilà, en DH, puis j'ai fini un peu en CFA, mais ça fait quelque chose de très bref puisque j'ai commencé assez jeune comme prépa physique. Voilà, j'ai fait un choix, mais de toute façon, j'aurais jamais été pro. Donc, on va dire ma carrière de joueur était très limitée. Voilà. C'était plus par plaisir, loisir, on va dire. Voilà. D'accord, donc tu as joué à un niveau, tu as joué au foot jusqu'en senior en tous les cas, mais Ouais, ouais. sans atteindre des niveaux nationaux ou autre. On est d'accord. J'ai joué en CFA un peu, mais bon, on va dire j'ai surtout joué en DH, ce qui était mon niveau. Voilà, j'aurais pas pu percer plus haut. Voilà. Même si j'allais continuer plus longtemps, ça n'aurait pas été non plus quelque chose d'exceptionnel. Voilà. À côté de ça, tu avais déjà une idée en tête un peu quand tu étais joueur, tu passais tes diplômes, tu avais En fait, des idées. j'ai commencé très tôt à entraîner, même sans les diplômes. J'ai commencé, je devais avoir 14-15 ans d'entraîner les petits. Et en fait, à l'époque, je ne sais pas maintenant si on peut ou pas, mais on pouvait passer l'initiateur 1 à l'initiateur 2, même si on n'était pas majeur. Ouais, Et par contre, c'était validé à 18 ans. Donc à 16 ans, j'ai passé mon I1, mon I2, d'accord. qui avait été validé à 18 ans. À 18 ans, j'ai passé mon animateur senior. Mmh. À 19 ans et demi, enfin 20 ans, on va dire, j'ai passé mon BE1. Voilà. En même temps, j'avais mon cursus STAPS à côté de ça. Et puis, j'ai dû avoir le DEF BE2 à 23 ans, je pense. Voilà. D'accord. Donc, tous tes diplômes en poche, une majorité de tes diplômes en poche déjà à 23 ans, quoi. En fait, j'étais pas forcément voué à ça, mais j'entraînais, j'aimais bien ça. J'ai commencé à passer diplôme parce que forcément, comme tout le monde, tu as envie d'être formé, de faire des choses à peu près correctes, concrètes. Et puis au fur et à mesure, étant donné que je suis rentré en STAPS, que j'ai voulu faire mon métier, j'aimais bien la physiologie du sport et j'aimais bien l'entraînement. Donc j'ai aussi accouplé un peu ça en faisant un peu partir sur la préparation physique. Voilà. Avec ton DEF, tu avais des seniors? Ouais, Non? je crois que si je me trompe pas, c'était ma première année au BRC, enfin à Besançon en CFA. Ouais. J'étais D'accord, entraîneur adjoint. Ouais. d'accord. Entraîneur adjoint prépa physique, ouais, c'était ça, première année. Ouais. Donc là, comment tu t'orientes alors, du coup? En fait, quand j'étais en STAPS, donc je voulais faire préparateur physique et je pensais que préparateur physique et entraîneur, c'était deux métiers vraiment totalement différents. Donc je passais à la fois mes diplômes d'entraîneur et à la fois mes diplômes de préparateur physique parce que je savais pas trop comment ça allait finir du travail. Et au final, quand j'étais en STAPS, j'ai eu la chance via Alain Michel, alors je ne sais pas si tout le monde se rappelle de lui, Oui. mais voilà, qui était à Saint-Étienne, qui a entraîné la Ligue 1 à Saint-Étienne, qui était à Grenoble, qui a fait un grand parcours en Coupe de France. Il m'a donné l'opportunité de travailler à Nantes, au centre de formation. Donc j'ai commencé un peu en dans le milieu pro, on va dire. Et après, puisque c'était compliqué de rester, c'était qu'un premier travail
on va dire, un peu bref. Après, j'ai passé par, comme beaucoup de fonds, c'est-à-dire par la filière amateur, voilà, c'est-à-dire Louan Cuiseau, centre de formation plus l'équipe première. Centre de formation, j'entraînais les saisons nationaux. Et puis, je faisais entraîneur adjoint, préparateur physique aussi avec un autre collègue de la CFA. Voilà. Et après, je suis allé à Besançon. En CFA, on est resté assez longtemps en CFA, puis après en national, où voilà, j'étais entraîneur adjoint, préparateur physique, voilà. Un peu multi-rôle comme beaucoup d'entraîneurs. C'est le club où tu as passé le plus de temps. J'ai regardé sur ton dossier, on va dire. Tu as passé 7 ans là-bas à Louan-Cuiseau. Non, à Besançon. À Besançon, pardon, oui, exactement. Ouais, je suis resté longtemps parce que le projet était intéressant, parce que déjà j'avais un contrat, que ça se passait bien, qu'on avait quand même des moyens intéressants pour ce niveau-là par rapport à Seb peut témoigner, parce qu'on jouait souvent l'un contre l'autre. On avait quand même des moyens assez intéressants. Et puis, comme avec tous les clubs de ce niveau-là, on a eu des galères parce que voilà, c'est toujours un niveau où il faut avoir un fonctionnement pro, mais avec des moyens semi-pro ou amateurs, on va dire. Et c'était compliqué. Voilà, donc, Puis tu avais une connexion quand même avec le coach. Oui. Ce qui est très important. Restant 7 ans avec son coach, c'est quand même pas anodin. C'était un vrai duo. Enfin, c'est voilà. toujours un duo. C'est plus qu'un pote entre sang. Et en plus, lui, n'était pas à temps plein, donc ça veut dire que c'était vraiment du ping-pong tous les deux. Voilà, ça matchait bien. Et ça matchait vraiment bien. Voilà. Tu pouvais prendre autant la séance d'entraînement, non pas juste en titre de préparateur physique, tu étais carrément un coach, quoi. Coach adjoint et coach, quoi, en gros. Si je devais faire un pourcentage, comme je te disais, c'est qu'entre le temps passé à faire des séances d'entraînement en tant qu'entraîneur, on va dire, ou adjoint, peu importe, s'occuper du club, c'est-à-dire du recrutement, des déplacements, des choses comme ça, et le temps passé en tant que préparateur physique, il y avait largement plus de temps en tant qu'adjoint qu'en tant que prépa physique. Oui, bien sûr. Oui, surtout. Et c'est une bonne école de la vie, puisque aujourd'hui, je le dis assez souvent quand on me pose la question, je me sens, alors peut-être un peu moins maintenant à Monaco, mais en tout cas dans d'autres clubs, je me sens plus entraîneur adjoint en charge de la préparation physique qu'à proprement dit préparateur physique. Et en fait, j'ai eu une expérience il y a quelques années où j'ai fait 3 ans, à côté du foot, j'ai travaillé pour la Fédération française de tennis. Je m'occupais de ce qu'on appelle un peu l'espoir, un peu comme dans le foot, d'ailleurs, des meilleurs régionaux. Et je me suis rendu compte que là, j'étais vraiment préparateur physique, puisque je n'étais pas spécialisé d'activité, alors qu'en fait, au foot, j'étais entraîneur adjoint en charge de la préparation physique. Ce n'était pas tout à fait la même connaissance et les mêmes compétences. Ouais, là, tu as pu vraiment dissocier, tu as pu vraiment observer et dissocier les deux rôles. Oui. Être noué à ton entraîneur et du coup faire autant que lui, et un petit peu plus avec le prépa athlétique. Et là, être dans un contexte autre où on te demande vraiment que ça, quoi. Tu dois être pointu et carré sur ça, quoi. Oui, parce qu'en fait, j'apprenais des autres, je regardais les autres comment ils fonctionnaient, les entraîneurs, et j'apprenais plus que je leur apprenais, et j'essaie de m'imprégner de leur activité, mais quand tu n'as pas baigné dedans depuis tout petit, quand tu n'es pas spécialiste, c'est pas la même chose, forcément. Donc, ça m'a conforté un peu en me disant qu'il faut quand même être spécialiste de l'activité pour pouvoir être le plus pointu possible. Ça paraît logique, mais voilà. Donc là, du coup, tu fais tes 7 années à Besançon, et là, du coup, tu t'en vas pour Dijon. Je fais une pige à Dijon, où là, je fais un coup de main, je fais le loft, entre autres. Voilà. Donc, je m'occupe un peu des joueurs qui sont un peu mis de côté. Je fais un coup de main sur la prépa physique un peu. Voilà. Et puis après, je suis par connaissance, et puis je connaissais un peu Vaïd aussi par le milieu. Je signe en Algérie via Cyril Moine, le préparateur physique, entraîneur adjoint de Vaïd Lich. Je signe en Algérie où je m'occupe au départ un peu des A', des Olympiques. Donc A', c'est un peu l'équipe nationale des joueurs locaux. Je m'occupe aussi des Olympiques, des 23, et je m'occupe des A aussi. Donc on avait un staff où il y avait déjà qui était en place. Moi, je venais rajouter un peu de compétences, un peu d'aide logistique. Voilà. Et puis là, j'ai fait 3 ans là-bas en Algérie, où on a fini par la Coupe du Monde au Brésil. Voilà. Un peu. Ça, c'était l'apothéose dans tes 3 ans. Dans tes 3 ans, c'est là où tu as vraiment pris plaisir de fou, non, sans doute. En fait, c'était le but de la venue du staff complet. Même au-delà de moi, c'était la Coupe du Monde. C'était l'objectif un peu que le président avait donné, c'était de se qualifier pour la Coupe du Monde, et puis d'essayer de se qualifier pour le second tour. Donc en fait, tout était mis en place en 3 ans. C'est-à-dire que le sélectionneur Vaïd avait fait vraiment un travail à longue haleine. Et nous, on travaillait autant
sur de la prépa physique, mais quand tu as temps plein sur une équipe nationale, tu n'as pas souvent les joueurs. Donc, au final, on faisait énormément de vidéos, énormément de suivi de joueurs au téléphone. On allait voir les matchs. Voilà, on allait aussi bien en Tunisie qu'en Angleterre. Enfin, voilà. Et tout le staff faisait ça. Et c'est très intéressant parce que tu peux tout préparer en amont. Et quand tu arrives en stage, en fait, en rassemblement, toutes tes séances sont prêtes, tout est prêt, tout est calé. Voilà, c'est millimétré. Et en plus, j'ai eu la chance d'avoir travaillé avec des gens super compétents. Que ce soit Vaïd, que ce soit Cyril Moine, Samir Brexy, qui était l'analyse vidéo, voilà, c'était Michael Elbouli, c'était vraiment super intéressant, j'ai appris beaucoup et on a énormément travaillé et c'est très peu de le dire. Tu arrives sur le premier stage à Marcoussis avec Alors, j'arrive juste après. Marcoussis, justement, c'est là où Vaïd prend l'équipe et dit plus ou moins j'arrête parce que voilà, l'équipe nationale est dans un état pas possible. Les cadres, les anciens cadres ont l'équipe en main et je peux rien faire, quoi. Et en fait, il n'a pas lâché et il a fait un grand nettoyage, quoi. Ouais. Ça commence par la Coupe d'Afrique 2013, il me semble, c'est ça. Ouais, qui est un désastre. Éliminé au premier tour. Voilà, qui est un désastre, mais avec une équipe qui est jeune, avec des talents comme bon après, mais qui sont arrivés après, mais Ben Taleb, mais sinon il y a Safir Taider, les Brahimi, les Fegouli, enfin voilà. Ouais, tu sais qu'il y a quelque chose, mais à l'époque, c'est pas encore ça. Ouais. Et ces mecs-là se sont mis à travailler aussi bien en club et ils ont un amour pour l'équipe nationale, pour leur pays qui est tellement important qu'ils ont tout fait pour se qualifier, ce qui était dur. Parce qu'en Afrique, pour se qualifier pour la Coupe du Monde, compliqué. L'ancienne version, c'était très compliqué. Hein. Ouais, c'était le fameux match contre le Burkina. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que tu gagnes tous tes matchs, tu finis premier de ton groupe, etc. Mais à la fin, tu fais encore un barrage et tu peux être invaincu et ne pas te qualifier, quoi. Ouais, c'est ça. Et on se qualifie limite et on passe. Et après la Coupe du Monde, ça se passe très bien. On fait un truc bien, mais je pense que la Coupe du Monde, c'est c'est une victoire des joueurs, mais c'est aussi une victoire du staff parce que je vois comme mes collègues ont travaillé, on a laissé notre famille de côté pendant plusieurs mois. On n'est pas rentré, on a bossé, on est arrivé là-bas, on était plus fort physiquement, on était mieux préparé, on connaissait mieux les adversaires, tout était prêt. Voilà, que ce soit Cyril Moine, Samir Brexy, tous mes collègues et moi aussi, on a vraiment énormément bossé et ça a payé, quoi. Parce qu'on avait une équipe qui était quand même un peu plus faible que la Belgique, parce qu'on a joué la Belgique. Par rapport au groupe que tu avais, oui. Donc là, tu peux donner un peu des idées avant la Coupe du Monde, toi, ton travail, à quoi il consistait exactement par rapport aux gens qui écoutent? En fait, c'est simple, on en parlait ce matin, c'est que tu t'adaptes un peu à l'entraîneur avec qui tu travailles. C'est-à-dire que tu as tes convictions, tout, mais tu t'adaptes à forcément ses philosophies, et encore plus à haut niveau, parce que le mec, il sait qu'il n'a pas de chance, ça passe ou ça casse. Donc, même si lui, il a envie de mourir avec ses idées, il a raison. On sait que Vaïd, c'est un entraîneur qui base beaucoup sur le physique, il aime ça, donc je dirais que 90% du temps, c'est le travail physique, le reste, c'était la mise en place tactique, mais lui, il voulait qu'on soit vraiment prêt à supporter l'enchaînement de matchs tous les 3 jours, dans un climat chaud et humide, avec un décalage horaire, donc on avait anticipé tout ça. Et on avait fait énormément de travail physique, on avait fait énormément de travail de course, on avait fait énormément de travail lactique, énormément de force, mais force plus explosif. Voilà. Et on est arrivé frais là-bas, très frais là-bas, puisque en fait, on avait des joueurs qui jouaient en championnat dans des grandes équipes, mais qui jouaient peut-être pas non plus 70 matchs. Voilà. Ouais. Par exemple, Safir Taider, il jouait à l'Inter de Milan, mais il jouait peut-être 30 matchs. Voilà. Et ça, on avait pris en compte. Et on avait pu, nous, refaire une nouvelle prépa de 3 semaines, mais avec énormément de courses sur 2 semaines, et après avoir coupé un peu. Et alors que les autres pays, eux, avaient plutôt fait l'inverse en disant on va faire un peu de régénération, on va diminuer la charge parce que les joueurs sont fatigués. Et franchement, on a bien vu tout de suite que physiquement, par rapport à d'autres équipes, on était à ce moment-là précis, on était mieux. Et ça s'est ressenti sur le tournoi parce qu'il y a un match difficile sur le plan athlétique contre la Belgique. Et après, ça monte en puissance au fur des matchs, au fur et à mesure des matchs. Et ça finit très fort contre l'Allemagne où il fallait tenir jusqu'aux arrêts de jeu, aux prolongations, pardon. L'Allemagne, c'est facile à dire comme ça, non, mais pour moi, on doit passer. Voilà. Après, ça se joue à rien. Ça se joue à une seule chose, c'est à un grand Neuer. On a eu Neuer qui a fait un match. Neuer, sur ce match-là, il avait touché plus de ballons en dehors de la surface que dans la surface. Oui. Les jeux libéraux, il a été très fort. Oui, mais sinon, oui.
Ah, il a joué. Sinon, voilà. Et je pense qu'après, si on gagne ce match-là, peut-être, je ne suis peut-être pas objectif, mais on joue la France. C'est possible. Oui. Hein, Ouais. Ouais, France-Algérie avec les joueurs qu'on avait, en sachant que sur les 23 joueurs qu'on avait, il y avait 20 qui étaient nés en France. Hein. Ah, Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Ouais, donc la motivation, il n'y a pas besoin de chercher. Quoi. Voilà. Ouais. Et donc, je ne dis pas qu'on aurait gagné, j'en sais rien, mais bon, je pense que ça aurait été duel. Bon, ouais. Je pense qu'on aurait pu faire encore un truc plus grand. C'est un peu le truc qui. Mais bon, c'est comme ça. Et sur le plan athlétique, on a senti cette fraîcheur. Et tu sentais que les joueurs, ils avaient des jambes. Après, on avait fait énormément de travail lactique. Hein. On avait fait énormément des 6 minutes, des 5 minutes, machin. Je sais que derrière, les joueurs en club, derrière, ont eu un peu de fatigue, ont eu un peu. Parce que c'est vrai que c'était. ils l'ont payé. Ouais. Ah, ils l'ont payé. Bon, après, on a joué notre carte aussi. Hein, voilà. Voilà. C'est des choses que j'aurais pas fait en club. On a fait, parce qu'après on est parti en club, le staff, on a fait beaucoup moins intense. Ouais. Tout était axé sur la compétition d'un mois, Oui, ouais. en gros. Ouais. Ouais, vous casez l'observation des joueurs en amont, plus la prise en charge de la Coupe du Monde. Vous savez l'effort qu'il y a à faire, les matchs qu'il y a à faire. Vous adaptez, en fait. Toi, là du coup, tu es rentré vraiment dans ton rôle de prépa physique. Ce que tu as raconté par rapport au tennis, là, tu étais dans le même constat, sauf que tu connaissais le sport, le foot. Mais là, tu rentrais vraiment dans un cadre de travailler précisément des joueurs, c'est ça? Alors en fait, c'est simple, c'est les mois avant, parce qu'on a su très tôt qu'on était qualifié, c'était en mois d'octobre, un truc comme ça, donc on a eu quasiment 8 mois pour se préparer, enfin 7 mois, et en fait, on avait fait énormément de vidéos. Là, on était vraiment entraîneur adjoint. Moi, par exemple, j'avais pris la Corée du Sud, je connaissais tous les joueurs, les Kim Hong-jong, j'avais regardé je ne sais combien de matchs, et les joueurs, on les connaissait par cœur, on avait fait énormément de travail tactique, et d'un coup, par contre, on a basculé cette étiquette un peu entraîneur adjoint pour l'étiquette préparateur physique, voilà, que ce soit Cyril Moine, moi ou d'autres, parce que là, on avait vraiment ce rôle de les préparer athlétiquement pour une compétition. Mais parce qu'on avait travaillé en amont sur la préparation de la compétition, sur l'aspect tactique, sur l'analyse de l'adversaire, voilà, c'était fait avant. Voilà. Parce qu'on avait cette chance-là, ce qui n'est pas pareil en club, parce que là, en club, tu fais ça un peu à 15 jours, à J-15, à J-7, quoi. Mais c'est un peu différent. C'est deux métiers, pour moi, c'est deux métiers différents. Ouais. Donc là, cette expérience-là, après, tu la poursuis avec, je crois que tu restes avec ton coach, hein, tu pars à Trabzonspor, c'est ça? Avec Vaïd à Trabzonspor, en fait, on rentre de la Coupe du Monde, 3 jours de vacances, on fait des bisous à la famille et on repart. Donc, bon, pas très facile, mais voilà. Et à Trabzon, en fait, eux, ils nous attendent depuis 3 semaines, ils ont déjà repris l'entraînement et nous, on arrive, on est un peu cuit, quoi, un peu cuit, on fait une bonne préparation, on part en stage, etc. Et la Turquie, c'est un championnat qui est difficile, hein, que je ne connaissais pas forcément très bien. C'est un championnat assez homogène, à part 2-3 équipes, mais sinon c'est assez homogène. Et chaque match est en fait un derby. Parce que chaque région a. Et en fait, il n'y a pas un match facile, il n'y a jamais un match. Et c'était très dur. Et on était qualifié pour l'Europa League, enfin pour les tours préliminaires. On arrive, on enchaîne tour préliminaire, on se qualifie pour la poule Europa League. Voilà. Et on gagne même les poules, on est prêt à se qualifier tout et on joue tous les 3 jours. C'était vraiment très éreintant. Et moi, je me fais les ligaments croisés à l'entraînement. Merde. Ouais, parce que là, mais j'étais cuit. Avoir enchaîné 3 ans en Algérie, la Coupe du Monde, pas rentrer chez moi, enchaîner la préparation de Trabzonspor. Je crois que la veille d'un match, on va jouer en Coupe d'Europe, je ne sais plus où, et je suis au duel, il manque un joueur, et là, il me demande si je peux finir l'entraînement. Voilà. Je rentre, je suis cuit, et je vais au duel avec Oscar Cardozo, 2 mètres, tout. Ah, de costaud en Et, plus. Ouais, et puis, bah, écoute, je me retourne et clac, ligament croisé. Donc, moi, l'aventure de la Turquie s'est finie sur un brancard. Voilà. Comme quoi, c'est dangereux d'être prépa. Voilà. Ouais, Vas-y, Med. c'était peut-être la conséquence de tout le travail qui a été fait avec l'équipe nationale auparavant, parce que je pense que l'Algérie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que l'aspect terrain, il y a aussi l'aspect populaire qui peut prendre aussi beaucoup d'énergie, l'attente de la fédération, du peuple, et puis les joueurs aussi. Alors, moi, c'est la question comment tu as géré on connaît un peu les joueurs quand ils arrivent en sélection, ils sont surexcités parce qu'ils ont envie de tellement représenter leur pays. Et il y a un degré de nationalisme qui est beaucoup plus important. Est-ce que ça ne joue pas, ça, si tu veux, sur le côté athlétique? Nerveusement, est-ce que ça ne joue pas sur les Mesure mentale qui participe après à côté. Ouais.
En fait, pour te répondre, c'est très simple. Nous, on avait un pare-feu. Hein. C'était Vaïd. Hein. C'est-à-dire que si Vaïd est allé en Algérie, ils l'ont choisi, c'est parce que justement, il a un peu cette image un peu de meneur d'homme, un peu dur, etc. Et qu'en fait, que ce soit les entraîneurs adjoints, les prépas comme moi, Cyril Moine, etc., on n'a jamais eu de problème pour faire travailler des mecs physiquement en Algérie parce qu'il y avait Vaïd. Voilà. Alors, les joueurs n'en pensaient pas moins, hein, mais c'est un sacré pare-feu. C'est-à-dire que tu l'as devant toi, et encore plus quand tu montres l'exemple, parce que moi, je dis bien le staff, on courait avec les joueurs. C'est-à-dire que les séances de lactique 6 minutes, etc., on les faisait avec eux. Et quand il y avait 3 groupes, on les faisait 3 fois. Et quand le matin, tu te lèves à Sidi Moussa, tu connais, au centre d'entraînement, tu ouvres le volet à 6h, puis tu as le coach, le sectionneur qui est en train de faire des footings pendant 1 heure, 1 heure et demie, machin. Et ça montre l'exemple, et puis tu peux que y aller, quoi. Donc, et puis après, il y a ce degré de nationalisme où les mecs, ils sont tellement amoureux de leur pays que question de motivation, t'as pas besoin. C'est voilà. Et puis franchement, il y avait un staff qui était vraiment extraordinaire, qui a fait un boulot monstrueux. Et puis il y avait une génération un peu dorée, c'était un peu le début, quoi. Voilà. Et la mayonnaise prend. Après, tu prends ces mêmes joueurs-là, ce même contexte-là en club, en étant tout le temps ensemble, je ne suis pas sûr que ça marche. Voilà, mais c'est logique. Voilà. Après, pour répondre à ta question aussi, effectivement, il y avait une pression de fou. Parce que là-bas, mais pas tellement du peuple, plus de la fédération, des instances. Voilà. Le peuple, il était derrière nous. Et quand on est revenu, quand on a vu le monde dans Alger, la fête c'est extraordinaire, mais c'est vrai qu'on était tous fatigués physiquement et enchaînés derrière à Trabzon. C'était moi je sais que quand je revois les photos de Trabzonspor, j'étais comme ça, j'étais cuit, j'étais mort. J'avais plus rien à donner et bon, mon corps il a dit merci, arrête-toi. Quoi. D'où le duel à l'épaule et t'as sauté et le genou il est parti. Quoi. Même pas, je me suis retourné, on s'est à peine frôlé. Hein. Je crois qu'il a même pas vu que j'étais à côté de lui. Et bon, Cardozo, il est un peu. Voilà. Et je pense que je me suis blessé tout seul, même, hein, je peux te dire. Mais ouais, c'est le corps qui a dit stop, là, il faut calmer un peu. Je crois. Donc là, du coup, tu as fait ta récup et tu es parti par la suite au Girondin de Bordeaux. Donc. Après, ouais, il y a Vaïd qui part au Japon. Voilà, en équipe nationale du Japon. Alors, on ne sait pas si on peut partir, qui, comment. Enfin, voilà. Et moi, en fait, 2 jours avant, j'ai Willy Sagnol qui m'appelle pour aller à Bordeaux. Moi, Bordeaux, c'est mon club de quand je suis tout petit. C'est voilà, Dugarry, Zidane, etc., les Arazo. Donc, et puis bon, c'était aussi avec des adjoints, un staff que je connaissais bien et des gens à qui j'entends beaucoup. Donc, j'ai même pas discuté. Je suis allé là-bas et puis j'ai fait 1 an et demi au Girondin, quoi. Voilà. Donc, on a vécu une très belle première année puisqu'on finit 6e du championnat. On est qualifié pour l'Europe. On bat le PSG d'Ibrahimovic, etc. On fait une belle saison. Et puis la deuxième saison, on a, comme beaucoup de clubs, de toute façon, que ce soit au niveau amateur ou chez les pros, c'est les gars, l'année prochaine, vous faites la Coupe d'Europe en plus. Oui. Vous devez faire encore mieux, mais par contre, vous avez moins. Puis on vous vend vos 2 meilleurs joueurs. Donc, à partir de là. On vendait CV et Kazri, 2 meilleurs joueurs, et il fallait faire mieux avec moi. Donc, en jouant tous les 3 jours. Ça a été plus compliqué. Alors, avant de te poser une question, d'abord, on passe le bonjour à Manu. Manu, ça y est, la connexion est revenue. Salut Manu. Salut Manu. Ou alors il est bloqué. Il est bloqué. Il est figé, Manu. Il est figé, là. Bon, le temps que sa connexion marche. Ouais, donc, Willy, Sandy, le fait d'être avec Willy Sagnol, tu le connaissais ou pas? Oui, on se connaissait d'avant, parce qu'en fait, son adjoint, c'était un de mes meilleurs amis. Et donc, on se connaissait, mais on ne se connaissait pas du milieu du foot, on se connaissait en dehors. D'accord. Est-ce que son coaching, par rapport à le fait qu'il ait évolué en Allemagne, la partie athlétique, c'est un élément important pour lui, pour cette partie-là? Est-ce qu'il l'a retenu de son expérience? Oui, parce que lui, c'était à la fois, il a connu 10 ans au Bayern, il a connu les footings dans la forêt à côté à Munich pendant 3 quarts d'heure, et tant que tu n'as pas fini, tu ne vas pas boire la bière avec l'équipe. Il a connu ça, et il a connu aussi un peu les nouvelles méthodes. Et en fait, ce que j'aime bien dans la méthode de Willy, et surtout de la méthode un peu allemande, c'est que pour moi, c'est à la fois du travail de condition physique et à la fois du travail terrain. C'est un mix un peu des deux. Il n'y a pas de 90% d'un côté où voilà. Le dosage pour toi est cohérent. En tout cas, c'est ce qui me correspond le mieux. Voilà. Aujourd'hui, j'avais pas ce recul avant, mais j'ai dû travailler avec je ne sais plus combien de coachs maintenant. Mais je pense maintenant qu'il faut vraiment s'adapter. Alors certes au club où tu es, mais encore plus au coach à qui tu es. Et c'est pas toujours facile parce que je comprends qu'un coach qui arrive, qui signe dans un club, il sait que devant lui, il a 6 mois, 1 an et demi,
et qu'il n'a pas le temps de tester des choses. Et lui, il veut sa méthode, il veut son fonctionnement. Et toi, en tant qu'adjoint au prépa, tu dois, je pense, t'adapter dans les 2 jours et faire à sa sauce, voilà, tout en essayant de mettre des ingrédients que tu estimes bons. Mais en termes, il faut s'adapter au coach, je pense, c'est le plus important. Tu Et as oui, quand même une part de liberté un peu dans ce que tu proposes quand le coach arrive, par exemple, dans un club, Sandy. Est-ce que par rapport à son projet de jeu, il te demande des choses spécifiques, par exemple sur des courses? ouais. Tu vois, par exemple, avec Willy, il me fait tiens, les clés du camion, tu fais ce que tu veux, il a confiance et voilà, c'est un fonctionnement. Et je sais ce qu'il a besoin, je sais comment il fonctionne, je connais les adjoints, je vais m'adapter, pas de problème. Après, j'ai travaillé à Sochaux et j'ai travaillé avec Peter Zidler. Peter Zidler, on est arrivés tous les deux au club en même temps et je le connaissais pas du tout, il me connaissait pas. Quelqu'un de très bien, très, très enthousiaste, très gentil et avec l'identité, tu sais, Red Bull. Il a travaillé au Red Bull, Salzbourg, voilà, ce jeu-là. Et lui, c'était sa philosophie et pas autrement. Et là, d'un coup, ça change, ça va l'opposer, par exemple, de Vaïd, ça va l'opposer de la conception de Vaïd, donc tu dois t'adapter, etc. Et là, bah, j'avais moins de manœuvres, donc au début, tu te sens un peu, tu te dis, comment on va faire tout. Et puis après, tu trouves des manœuvres, c'est-à-dire que, par exemple, à Sochaux, eh ben, je laissais plus libre à l'entraînement. Mais par contre, en dehors des entraînements, que ce soit avant ou après entraînement, et ben là, je mettais ce que j'avais envie de mettre, quoi. J'incorporais du travail complémentaire, de la prévention, voilà, de l'activation. Ouais, mais je m'adaptais. Qu'alors, dans d'autres clubs, avec d'autres coachs, j'avais plus de parts sur le terrain, ou même des fois, tu as 90% du temps, c'est toi qui fais, donc tu es plus libre. Voilà, c'est un mix, ça dépend. Je pense qu'il faut s'adapter à tous les niveaux. Je pense qu'il faut. Ça, quand tu signes dans un club, l'entraîneur te le dit ça déjà en amont, que tu vas participer dans la séance ou que tu vas être plutôt complémentaire de la séance. Ça dépend Il te comment le tu dit dès le arrives. départ. À Monaco, moi j'ai signé à Monaco, ce sont les dirigeants, les Russes qui m'ont fait signer. Donc en fait, dans ce période-là, tu te viens rajouter tu arrives en même temps qu'un staff, mais c'est-à-dire que tu t'adaptes à eux. Après, c'est différent. Demain, si je repars avec Willy Sagnol, Sylvain Matriciano, Patrick Guillou, le staff qu'on était à Bordeaux, je fais partie intégrante d'eux, Ouais, amène notre méthode, quoi. Voilà, c'est un peu ouais, différent. Donc en fait, il faut s'adapter. Voilà, à Monaco, on a eu l'arrivée enfin, il y avait Jardim, voilà, Leonardo Jardim. C'est une méthode d'entraînement, tu t'adaptes à lui, tu fais comme tu peux, voilà, tu t'occupes des blessés, tu t'occupes de la réalisation, tu t'occupes des préventions, voilà, tu fais tout ce qu'il y a à faire, son travail, ce qu'il a besoin, tout. Après, tu as un changement d'entraîneur, tu as, un Espagnol qui arrive, qui est l'entraîneur adjoint emblématique de Barcelone. Moreno. Notre méthode, voilà, en fait, il faut s'adapter. Je pense qu'il faut s'adapter. Et en fait, quand je suis sorti de la fac et des diplômes d'entraîneur, je pensais avoir fait ma méthode. J'avais fait mon calepin un peu. Et je pensais que peu importe où j'allais aller, ça allait être comme ça, comme ça. Et en fait, je me rends compte que c'est à l'opposé de ça, quoi. Voilà, c'est à l'opposé de ça. Et je pense que c'est ça un peu la compétence des adjoints et des prépas physiques, c'est d'être capable de s'adapter au club, oui, au c'est ça. Ouais. contexte et au staff. Ouais. Donc Sinon, là, entre Sochaux et Monaco, donc tu as fait le club de Sion. ouais. C'était Ouais, comment là-bas? en fait, à Sochaux, parce que Sochaux, c'est un peu ma région, on va dire. Hein. Et je pensais rester. Et puis, il y a eu l'arrivée des Espagnols qui sont arrivés, qui ont racheté le club. Et bon, quand j'ai vu un peu. C'était un peu compliqué. J'ai dit, il faut vite que je parte. Et je signe à Sion, Sion de contact. Je signe à Sion parce que je pensais repartir avec Ouli. Et finalement, ce n'est pas fait. Je signe à Sion. Et Sion, très belle surprise parce que je ne connaissais pas le foot suisse. Et j'ai adoré le championnat suisse, l'organisation, enfin, voilà, la vie suisse, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et voilà, les matchs, les joueurs sont d'un bon niveau, il y a du public, tu vas jouer au Young Boys de Berne, enfin, c'est assez sympa. Et je trouve que la pression est beaucoup moins mise sur les entraîneurs qu'en France, sauf à Sion. Puisque à Sion, en un an, j'ai fait 4 coachs. Voilà. Ah, d'accord, ouais, parce que les objectifs sont. Non, mais à Sion, le président, qui est M. Constantin, que j'adore, j'apprécie énormément, il a malheureusement le record du monde de 52 coachs en 18 ans, en 19 ans. Enfin, mais c'est un super club, franchement, c'est un super président et j'ai pris un an de plaisir avec des staffs super, mais c'était un peu compliqué à mettre des gens en place dans la durée, mais sinon, le foot suisse, je pense que c'est vraiment un marché qui peut être intéressant pour les Français, pour les coachs français, parce qu'on a les compétences pour aller travailler là-bas, après, on n'est pas très, on n'a peut-être pas le réseau pour y aller.
On n'a pas le réseau. Parce qu'il y a des entraîneurs régionaux qui sont là-bas, il y a beaucoup d'étrangers, très peu de Français. Sur le plan athlétique, il y a des grosses différences entre les deux championnats. Je dirais qu'il y a des différences, mais parce que dans la Suisse, alors, c'est un pays, bien sûr, mais tu sais, quand tu es à Sion ou Servette de Genève, c'est un peu similaire à la France. Ça ressemble un peu. Tu vas à IB, tu vas à Bâle, tu vas machin, et ça n'a rien à voir, mais parce que déjà, tu as fait 100 km, mais la vie n'a rien à voir. Donc, les joueurs ne sont pas pareils. L'intensité des instants n'est pas pareille. Tout. Tu vas jouer à Lugano, où tu es à côté de Milan, tu te crois en Italie, c'est encore un autre football, c'est encore un autre. En fait, tu as l'impression de faire la Coupe d'Europe. J'ai eu un peu cette version de faire la Coupe d'Europe en Suisse. C'est vraiment à 100 km, tu fais. Donc, c'est différent. Mais je pense que justement, on a les Français, on a les compétences pour aller s'intégrer là-bas encore plus et faire du bon boulot. Parce que là-bas, ils sont quand même, ils cherchent ces compétences un peu là, et je trouve qu'on a un problème de réseau. Je pense qu'il y a un problème de réseau, pas de compétences. Il y a eu un article sur ça d'ailleurs dans l'équipe qui justifie un peu ce manque de réseau des coachs français, la langue, culture de la langue, etc. quoi. Oui, mais là, tu te dis, c'est la Suisse, c'est à côté. Oui, mais Sébastien qui était à Jurac, et c'est juste à côté. Je trouve ça dommage que des coachs compétents comme ça, travailleurs, ils n'aient pas pu avoir la chance d'aller dans des clubs même de deuxième division, qui est professionnelle, qui est une très bonne division. Mais c'est un peu dommage. Et c'est une question de réseau, et je pense qu'on n'est pas bon là-dessus. Donc là, tu te retrouves à Monaco, donc saison avec Monaco. Donc ton rôle là maintenant, il est défini comment à Monaco? Alors, moi, c'est vraiment les Russes qui m'ont fait venir. Alors, j'ai une étiquette un peu club. Voilà. C'est-à-dire que on m'a fait venir pour être prépa physique club. Voilà. Donc en fait, je suis un peu multitâche et je m'adapte un peu aussi un peu en fonction de qui est là. Donc on fonctionne beaucoup en staff, c'est-à-dire qu'on a des cellules et en fait, il y a des kinés qui font de la réutilisation par exemple chez nous, qui sont très bons, qui sont même peut-être même meilleurs préparateurs physiques que j'ai vu ailleurs. Par exemple. Et il y a tellement de compétences, il y a des gens très très compétents et en fait, c'est un peu l'opposé de ce que j'ai connu ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune prise de décision qui est faite par un seul homme. C'est vraiment un travail d'équipe. Et à la fin, il y a un consensus et on prend. Donc, en fait, tu as un rôle aussi bien sur les blessés que sur la prépa physique de l'équipe, que sur l'activation d'avant-entraînement personnalisé, les circuits de prévention avant-entraînement, le travail complémentaire post-entraînement. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un multi-rôle qui va aussi sur le suivi de la charge, les datas, un œil sur l'académie. Voilà, c'est vraiment... voilà. Tu es à la fois sur le sportif que le médical. Voilà, c'est un travail d'équipe. Mais on est tellement nombreux, parce qu'on est nombreux. Oui, alors on va y venir à cette question. C'est un staff aujourd'hui à Monaco. Quand on dit staff, en fait, on va plus loin qu'un staff. C'est quoi combien de personnes drainent autour de l'équipe? Ça dépend. Si tu prends le staff, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a Robert Moreno, il est arrivé en janvier, voilà, staff espagnol. Donc, il est arrivé avec un prépa espagnol, avec 2 entraîneurs adjoints, un préparateur mental adjoint, mais qui s'occupe surtout de lui, on va dire, qui coach lui, un entraîneur des gardiens. Voilà. Après, se colle à ça, moi, en tant que prépa physique, voilà, plus encore un autre préparateur physique qui est chez les jeunes, mais qui vient nous filer un coup de main parce qu'on a 30 joueurs et à 2, on n'arrive pas. Donc, voilà. Et après, tu rajoutes un staff médical, mais qui est à la fois médical sportif, c'est-à-dire qu'il y a 2 sport scientists, c'est-à-dire que des conseillers scientifiques, qui sont à la fois sur le médical, mais à la fois sur l'équipe, parce qu'ils vont gérer la charge, qui vont conseiller les séances d'entraînement. Il y a 7 kinés, plus 2 kinés réutilisateurs, un kiné réutilisateur, il y a 2 médecins, il y a un nutritionniste, il y a une autopsie, il y a un podologue à temps partiel. Enfin, oui, franchement, j'oublie. Là, on est déjà à plus d'une vingtaine de personnes qui drainent autour de l'équipe. Après, comme tu dis, en même temps, c'est un effectif très très large, quoi. Il y a beaucoup de joueurs, donc il faut entretenir tout ça, quoi. Ouais, et en fait, les enjeux sont tellement importants que, et surtout, c'est un peu l'identité des dirigeants du club là, comme ça, ils essaient de chercher les compétences un peu dans chaque domaine. Donc forcément, quand tu as des compétences un peu dans chaque domaine, forcément, ça crée de la discussion, ça crée, voilà, et tu crées des projets de tout. En fait, pour la moindre chose, tu crées des projets, tu discutes, donc c'est super intéressant. Moi, je sais que là, en 1 an à Monaco, j'ai appris autant, peut-être que j'ai appris en 10 ans ailleurs. Parce que dans un domaine, tu prends un domaine, tu vas avoir peut-être un des meilleurs de France ou certains du monde. Par exemple, en sport scientiste, on a ce qui se fait peut-être de mieux en France, on a Yann Lemeur et Bruno Marié.
c'est la crème de la crème. Et bon, tous les matins, dans ton bureau, tu as ces deux mecs là autour de toi et tu apprends d'eux, quoi. Donc, c'est vraiment. Non, je prends ça en. Je sais que j'ai apporté pas mal de choses à mon club, mais j'apprends énormément. Énormément. Et encore une fois, je reviens à ça, il faut s'adapter parce qu'encore une fois, tu as un nouveau coach, une autre méthode, des autres adjoints. Voilà, c'est encore une fois adaptation. Et en plus témoigner, parce qu'entre la méthode de Leonardo Jardim et Moreno, il y a un monde, donc ça change tout. C'est pour ça que je reviens à ta question. Mais mon rôle aujourd'hui il est différent d'il y a 6 mois et peut-être différent dans 6 mois. C'est ça, oui, c'est en fonction des staffs et des équipes, les challenges, le nombre de joueurs, le niveau, le nombre de matchs. Tu dois tellement prendre en compte de choses. Ah, mais par exemple, un exemple tout bête, voilà, avec Leonardo Jardim, c'était son choix. La salle de musculation, elle n'était pas toujours ouverte. On va dire ça comme ça. Voilà. Aujourd'hui, voilà, on a énormément de travail, tout le staff, dans cette salle de muscu. Peu importe ce qu'on fait, c'est pas tellement la question, mais voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des méthodes et voilà, à toi de t'adapter et le plus vite possible, quoi. Est-ce qu'il y a une bonne méthode, Sandy? De quoi? Est-ce qu'il existe une bonne méthode? Non, je sais pas. Aujourd'hui, en vieillissant un peu, je pense que ce qui marche, c'est quand tu arrives à d'avoir le plus proche possible de tes joueurs, d'avoir le plus d'infos possible, parce que tu as du feedback, tu anticipes et voilà, je pense que les adjoints à prépa physique, on est des pompiers en fait. On doit éteindre les feux, c'est-à-dire que voilà, quand il y a un problème ou peut-être un problème, on doit savoir, parce que comme ça, tu éteins le feu et ça évite que l'entraîneur. Parce que si l'entraîneur il passe son temps à gérer que des problèmes, il n'est plus entraîneur. Et c'est un peu le problème des fois en national ou en CFA, tu n'es pas assez, donc le mec il gère que ça et en vrai il explose, quoi. Et je pense que quand tu as des adjoints, tu as du monde, et ben, ton rôle il est là aussi, c'est d'anticiper les choses, quoi. Là, on va montrer, tu nous as envoyé des vidéos pour qu'on puisse montrer des exercices et autres, et puis montrer en même temps certaines choses que tu fais avec Monaco. Donc, je vais partager 2 vidéos. Donc là, je vais en montrer une. Donc, il y a celle-là. Je vais mettre la deuxième. Hop. Alors, je t'avais envoyé des vidéos que d'un entraînement individuel, puisque forcément, je ne pouvais pas montrer légalement des vidéos d'entraînement collectif, ce qui est normal. Là, je t'avais envoyé des vidéos de Il y a Pietro Pellegrini. Donc, voilà, donc je la montre comme ça. Toi, tu peux la commenter si tu veux en même temps. Donc là, je la lance. Hop. Donc lui, Pietro Pellegrini, c'est un joueur qui était longuement blessé. Voilà. Tali. Donc, si je montre ça, bon là, c'est des éducatifs tout simples, il n'y a rien de particulier, mais si je voulais montrer cette vidéo un peu sur les 3 exercices, en fait, on essaie vraiment de tout quantifier, de tout anticiper en fonction du profil du joueur. C'est-à-dire que via les Sport Sciences, ça marche, ouais. Ouais. Via les Sport Sciences, etc., tout, ils nous conseillent et en fait, en fonction du profil du joueur, on essaie d'adapter les exercices et en fonction de vraiment ce qu'ils ont besoin, parce que on doit aller le plus vite possible. En fait, voilà, on est comme dans tous les clubs, hein. Il faut que ça marche le plus vite possible. Et l'avantage d'être nombreux et d'avoir un suivi au quotidien, c'est qu'on peut quantifier tout ce qu'on fait. Et par exemple, prenez le cas de Pietro. Par exemple, ce joueur-là, il avait besoin d'un suivi longitudinal. Et lui, ce jour-là, on a fait augmenter les facteurs de performance au fur et à mesure. Il a quoi comme blessure, Sandy, avant? Pietro, je peux en parler puisque c'est pas un secret. C'est dans la presse. Hein, il a eu beaucoup de blessures aux ischio-jambiers, énormément. D'accord. Bon, lui, c'est une star en Italie. C'est vraiment et c'est le futur. Voilà, c'est quelque chose d'important. Et lui, vraiment, on quantifie tout, on anticipe tout. C'est vraiment tout est calibré pour que dans la haute intensité, donc là, c'est des exercices d'accel-décel. Alors, je ne sais pas si on va trouver, c'est plus ça maintenant, mais voilà, on quantifie les accélérations, décélérations qu'il fait à l'entraînement, on quantifie le nombre de sprints, la distance à haute intensité. Voilà, tout est calibré pour que rien ne soit hasard et qu'en fait, on soit vraiment dans une notion de progressivité pour que quand il arrive sur le terrain, il n'y ait pas de pépins. Parce que si j'ai montré ce joueur-là, c'est que par exemple, lui, c'est une Formule 1. C'est-à-dire que ce gamin-là, quand il se met torse nu et tout, c'est monstrueux. Il a une puissance. Il a 18 ans, il a une puissance athlétique. Et que là, on voit des exercices d'accel-décel où c'est un sanglier, quoi. Et si tu quantifies pas, si tu fais un peu au feeling, tu te trompes parce que lui, il est capable d'aller dans le rouge tout le temps.
il va te faire par exemple 150 accès d'aisselle en 1 heure. Alors que n'importe quel joueur lambda à 70, déjà, ça peut être problématique. Donc en fait, c'est pour ça que souvent, il n'y a pas tout grand monde sur le staff, sur le terrain, mais on a quand même du monde qui est là pour calibrer, pour regarder. On a les GPS en live pour voir où on en est. Et on change l'exercice, on modifie les distances en fonction de ça. Voilà. Je peux montrer l'autre joueur, comme ça on bascule sur l'autre vidéo. Tac. Donc là, tu peux commenter aussi. Voilà, après, peu importe les joueurs, parce qu'on semble que ce n'était pas le but, mais là, Stevan Jovetic, lui, qui est attaquant. Pour ça, je montre un autre chose, parce que lui, c'est un autre profil. Donc, Jovetic, attaquant, très, très, très grand joueur. Je pense peut-être le joueur le plus technique que j'ai vu de toute ma carrière. C'est extraordinaire, ce qu'il est capable de faire avec un ballon. Et lui, par exemple, on sait que lui, on ne va pas l'amener dans des hautes intensités. Il n'a pas un profil de sanglier, c'est pas quelqu'un de très puissant. Voilà. Par contre, il a besoin d'être dans des petits appuis courts avec ballon, etc. Donc, on adapte l'entraînement. On est beaucoup sur le travail de coordination avec ballon, dans du rythme. Alors, par contre, moi, je ne vois pas la vidéo. Vous la voyez? Ouais, on la voit. Ouais. Ça saccade, je ne vois pas trop. Mais voilà, c'est encore une fois, on s'adapte vraiment au profil, ce que j'appelle moi le profil physique du joueur. Voilà. C'est qu'en fait, on fait beaucoup de tests avant. On crée un profil du joueur donc, entre ses faiblesses et ses forces. Et nous, on est plutôt partisans sur des joueurs qui ont 25 et plus grands, partir sur le travail des points forts. Et sur les jeunes joueurs, c'est plutôt sur les points faibles. Voilà. Et ce joueur-là qui revenait de ligament croisé, voilà, Stéphane, voilà, on est vraiment sur du travail purement intégré, du travail de dissociation haut, bas du corps, voilà, avec des accès d'aisselle, mais beaucoup moins prononcés qu'un joueur comme Pietro, qui lui a besoin de faire du sprint quasiment tous les 2 jours. C'est ça, c'est un peu, parce que comme dit nos sports scientifiques, ils appellent ça le médicament. C'est-à-dire que lui, c'est son médicament. Tous les 2 jours, il a besoin de faire du 30-35 km/h, de faire 200 mètres à plus de 30 km/h. C'est son médicament, c'est sa prévention à lui. Voilà. Voilà. Stéphane, lui, ça va être plutôt des accès d'aisselle avec changement de direction, des rotations. Voilà. C'est ce qu'on appelle le médicament. Et je pense que ça, je ne le faisais pas avant. J'avais pas cette connaissance, j'avais pas cette chose-là que j'avais. Voilà. Là, c'est un autre joueur, Willem. Ouais, alors Willem Goebbels, alors pareil, lui, le profil du joueur qui était blessé, qui vient avant, qui est à l'Olympique Lyonnais, qui est un très bon joueur. Donc lui, rupture du tendon rotulien. Donc, voilà. Pareil, encore une fois, un autre profil, quelqu'un d'une puissance sur 3 mètres impressionnant. Voilà, c'est énormément de travail de musculation parce qu'il a besoin de ça, parce que sinon le corps ne tient pas, quoi. Donc lui, on fait en salle énormément de travail, ce qu'on appelle des exercices dynamiques, des exercices proches un peu de l'activité, sur des jumps, etc. Parce que lui, c'est son médicament à lui. Voilà. Quel âge il a, lui? Quel âge il a? William, 18. 17, 18. Ouais, 18, 19 ans, je crois. C'est un 2001 ou 2002, je crois. Ah, 18, il a eu 18 ans, il n'y a pas longtemps. Voilà, ouais, 2001. C'est planté, c'est bon gabarit aussi, ça. Oui, non, mais c'est voilà. Et c'est pour ça qu'on a la chance à Monaco, comme à Lyon, comme à Paris, peu importe les clubs, d'être assez nombreux parce que tu as ces capacités de, même si on n'est que 2 prépas en fait, mais quand même d'individu de travail au maximum. Voilà. Vous mutualisez tout ça quand même, hein, c'est bien. Hein. Ouais. Et tu as la chance aussi d'avoir des gens à côté de toi qui sont quand même spécialistes. Par exemple, voilà, moi je sais qu'on a un kiné avec nous, Jérôme Palestri, il a fait 20 ans à l'Olympique de Marseille. Voilà. Et aujourd'hui, en tant que préparateur physique, j'estime qu'il a autant de compétences que moi, voire peut-être même plus grandes, parce qu'il a une expérience de fou. Et c'est cet échange-là entre différents profils où tu essayes. Voilà, aujourd'hui, c'est peut-être le hasard, on en aura des blessés, mais en mars 2019, à Monaco, il y avait 16 blessés, et aujourd'hui, il y en a 0 en mars 2020. Donc, je pense que quand tu bosses bien, quand tu es dans une bonne ambiance avec des gens travailleurs compétents, tu arrives à avoir des résultats. Après, des fois, tu as un peu de malchance, tu as aussi des fois, tu te trompes. Et voilà, mais je pense qu'on peut minimiser les risques de blessures, on peut aller comme sur la perf quand même, en travaillant bien. Mais il faut être quand même humain. Tout à l'heure, tu disais un truc intéressant et si tu peux m'éclairer là-dessus, tu disais qu'après 25 ans, tu travaillais essentiellement sur les qualités fortes du joueur. Et avant… Alors, c'est 25 ans, j'ai acheté bien trop. En fait, je raisonne plus en profil, d'accord? Vraiment en profil physique. Mais tu peux comprendre qu'un mec comme Stevan Jovetic, qui a plus de 30 ans, qui a une carrière, qui a joué à Manchester City, etc., tu sais très bien que lui, on lui fait du sprint.
on quantifie, on regarde tout ce qui est haute intensité. Mais lui, ça va vraiment être dosé pour que ce soit un médicament qui ne se reblesse pas aux ischio-jambiers, des choses comme ça, basiquement. Mais ça ne va pas être dans un souci de haute performance, parce qu'on va pas. Par contre, on sait que lui, s'il ne fait pas des changements de direction, s'il ne fait pas de la rotation, s'il fait un travail technique, on sait qu'il y aura un problème. Voilà. À l'inverse, un Pietro Pellegrini, tu sais qu'il a une marge. Aujourd'hui, c'est un monstre, c'est un bœuf, physiquement, c'est impressionnant, mais tu sais qu'il en a encore sous le pied. Et donc, ça fera un grand joueur parce qu'il sera capable justement de potentialiser ces qualités-là. Donc, on doit le mettre un peu dans le rouge, on doit y aller là-dedans. Et justement, on travaille là-dessus, mais on sait que si on ne travaille pas ses points faibles, et ben, à un moment donné, ça peut s'arrêter. Et lui, aujourd'hui, force est de constater, c'est un exemple. Hein. Là, on parle de Malcolm, on peut parler ailleurs. Force est de constater, il a eu énormément de blessures parce que justement, il n'a joué que sur ses points forts. Et peut-être qu'à un moment donné, il faut peut-être aussi regarder ce qui ne va pas. Voilà. Jovetic, il n'y a pas le temps. Voilà, c'est un exemple, il n'y a plus le temps de faire ça. C'est ça que je voulais dire. Et une petite question aussi sur. J'ai lu une étude qui parlait un peu des méthodes de travail. Et tu as des clubs, par exemple en Italie, qui ont essayé de changer de méthode, c'est-à-dire de revenir sur une méthode un peu plus, on va dire, associée, c'est-à-dire faire beaucoup de ballons à la prépa. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup plus de blessures. Est-ce que toi, tu as pu déceler une méthode, on va dire, qui marche, pas qui marche, mais où tu as un peu plus de prévention que l'autre? En fait, tu sais, les études, j'en lis quasiment 2-3 par jour, comme beaucoup de prépa physique. Et j'en ai encore plus accès parce qu'avec nos sport scientistes, ils nous donnent, leur travail, c'est de nous donner des infos. Tu vois, donc, en fait, le problème, c'est que tu lis tout et l'inverse, voilà, suivant le protocole. Tout. Donc, je me méfie un peu de ça. Par contre, mon expérience, c'est que je pense que dès que ça vient dans l'excès, le noir ou le blanc, je pense qu'on se trompe. C'est-à-dire que si on fait que d'intégrer, voilà, 90% de travail physique, machin, je pense qu'on se trompe. Je pense qu'il y a un juste milieu et que quand tu as des joueurs, quand tu prends un groupe, tu dis on va faire énormément méthode très athlétique, etc. Ils vont tout de suite être demandeurs du ballon. Dès que tu fais que du ballon, j'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça encore, hein, sans donner de nom, voilà, mais on me demande, ah, putain, les gars, avez fait du physique. Et je pense que, et aujourd'hui, c'est ce que je vis avec Moreno, le staff espagnol. Pourtant, je ne suis pas proche d'eux, je ne les connaissais pas avant tout, mais j'aime ce qu'ils font parce que je trouve que voilà, il y a une bonne gestion des deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le temps fort de l'entraînement qui est le football, mais ça ne n'empêche pas qu'à côté de ça, un joueur, il arrive 1 heure, 1 heure et demie avant l'entraînement et il sait qu'il a son protocole de rééducation ou ce protocole de prévention, son protocole d'activation personnalisé. À côté de ça, à post-entraînement, s'il a besoin de faire du travail physique supplémentaire, il peut demander, mais surtout, on lui propose parce que nous, on estime que là, il y a une carence, etc. Tout. Et au final, je pense que c'est un bon mixte. Et je trouve que, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a longtemps, mais il y a tellement de gens compétents dans le milieu amateur, que ce soit aussi bien entraîneur que prépa physique, parce qu'il y a tellement de monde sur le marché que les compétences sont partout, que les clubs amateurs, même de CFA national, aujourd'hui, le font très bien, ce travail-là, de prévention, de travail d'athlétique, du compensatoire, du travail supplémentaire. Et je pense que c'est la bonne méthode. Voilà. Moi, j'ai connu cette méthode un peu intégrée. Et est-ce que c'est le hasard ou pas, je ne sais pas, mais on a eu des points très forts et des points très faibles. Alors, peut-être pas sur les blessures, je n'ai pas constaté plus de blessures. Par contre, dans les niveaux de performance, ouais, là, je l'ai constaté, ça c'est sûr. Ouais. C'est marrant parce que dans l'échange qu'on a eu avec Franck Rizzetto ou Alain Pochat, ou moi tout à l'heure, ou quoi ce matin avec Jean-Marc Furlan, on a le même ressenti, c'est que quand on intègre la partie athlétique dans la partie avec le ballon, et que tu le fais à 100%, tu veux intégrer la partie de travail athlétique dans les possessions de balles et autres, les jeux que tu mets, les joueurs, à un moment donné, sont même eux qui viennent te demander en fait un travail supplémentaire athlétique. Donc, que ce soit Alain Pochat, Rizzetto et même Jean-Marc Furlan, ont la même logique à la fin, c'est peut-être pas tout intégrer, peut-être faire des cycles. Et là, on parle vraiment de cycles. Et ces cycles-là, c'est peut-être là qu'ils ont leur importance. Il y a un exemple tout facile à comprendre qui est les blessés. Quand tu prends un joueur blessé, tu vas faire une progression, tu vas partir on va dire, du général, etc. Et à un moment donné, tu vas faire ce qu'on appelle du sans KO et avec du KO. C'est-à-dire que si tu vas faire du travail de vitesse, tu vas le faire sans ballon. Tu vas le faire linéaire, tu vas quantifier le nombre de sprints que tu fais, la distance que tu fais. Voilà. Ça, tout le monde le fait, même à bas niveau, peu importe, tu le fais. Et puis, à un moment donné, tu vas basculer dans le chaos, c'est-à-dire que tu vas commencer à incorporer un ballon, des changements de direction, tout. Et l'avantage du haut niveau, c'est que ça, tu peux le quantifier avec les GPS, entre autres, etc. Et tu te rends compte que
quand tu as des objectifs à atteindre, je sais pas, je dis aujourd'hui je vais faire 500 mètres à plus de 30 km, à plus de 25 km/h, etc. Tu te rends compte que dès que tu intègres le ballon, tu n'arrives pas à atteindre ces objectifs-là. Eh oui, c'est ça. Tu n'arrives tout de suite pas. Donc, tu es tenté d'en rajouter. Mais le problème, c'est que dès que tu rentres dans le chaos, tu intègres tout de suite des accélérations, des décélérations, des freinages, etc. Et tu intègres ce qu'on appelle un peu la dimension mécanique. La charge mécanique, c'est-à-dire que tu intègres le travail musculaire. Et c'est là que les blessures peuvent apparaître. Donc, en fait, c'est un peu ce dosage-là qui est compliqué. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas une bonne méthode tout. C'est un peu la gestion des trois, associé, dissocié, voilà, combiné. Enfin, est-ce que dissocier la partie ou répéter de temps en temps la partie endurance n'est pas un des vecteurs qui peut permettre d'avoir moins de blessures malgré tout si tu fais du 100% intégré et que tous les cycles de 3 semaines ou 4 semaines, tu intègres du foncier ou autre, mais peut-être même sans ballon. Mais au moins, dans ta semaine, ou dans tes échauffements, dans tes machins, oui, bien sûr. Et forcément, puisque en plus tu vas aller, alors chez les pros, tu vas aller dans l'individualisation, la personnalisation au poste, et puis chez les amateurs, parce que tu as moins de temps, donc à un moment donné, il va manquer quelque chose. Et c'est un truc bête, c'est-à-dire que les mecs sur les côtés, ils vont faire beaucoup plus de haute intensité que les mecs dans l'axe, et au final, ton travail physique, ça va jamais aller, il y aura toujours un problème. C'est forcément. Ouais. C'est pour ça que je pense qu'il y a un mix des deux. Ouais. Mais je pense vraiment, et les clubs amateurs le font très bien maintenant, comme les clubs pro, c'est le questionnement avant, après entraînement, le suivi des joueurs, le fait d'être proche avec eux, de savoir. Je pense que ça aide à anticiper un peu. Pour le ressenti que tu peux avoir avec les joueurs aussi. Je pense. Oui. Aujourd'hui, tu vois, moi qui m'occupe aussi des blessés à Monaco, j'ai une relation avec certains où des fois qui va être même peut-être malsaine parce que des fois quand tu as un mec qui fait une passe, il sent un peu l'adducteur, il te regarde, tu vas lui dire écoute, je vais pas pouvoir te soigner, hein, tu vois, mais tu sais que tu connais le mec et tu sais où tu peux aller, pas aller, c'est un peu l'avantage. Et des fois c'est un peu le reproche qu'on peut faire au club, c'est-à-dire que les coachs restent tellement peu longtemps que tu n'as pas le temps de mettre ta méthode, tu n'as pas le temps d'avoir ce feedback. Alors, je vais te poser une question qui est, donc c'est un téléspectateur qui la pose, c'est Fabien Mohin Lagardère. Donc lui, il met comment on sent ou on sait qu'un joueur est capable de. Comment on arrive à le sentir? Lui, il te pose la question, comment on arrive à le sentir? Et il met, est-ce qu'on peut le voir déjà chez les très jeunes, chez les joueurs les plus jeunes? Capable de. Alors, capable de 2, c'est déjà. Il y a deux choses, ça dépend du niveau et de l'âge. Après, il y a le testing, c'est-à-dire qu'en général, dans le foot, on teste quand même beaucoup. On fait des tests justement pour connaître le niveau, pour morphologie, le niveau et pour justement savoir où on veut aller et rectifier ta planification, tes objectifs. Après, j'en reviens pareil, je reste un peu chez les seniors là. Le fait de questionner tes joueurs avant, après entraînement, ça te permet aussi de moduler ta séance d'entraînement, aussi bien collectivement qu'individuellement. Donc là, pareil, c'est être capable de deux, tu modifies. Après, chez les jeunes, si tu parles de potentiel, moi, je mets un gros bémol sur être capable de dire qu'un joueur va être capable de faire, parce qu'aujourd'hui, force est de constater, quand on voit les joueurs qui sont en Ligue 1, et les mecs viennent de partout. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, dire qu'un mec à 11 ans, il va être pro ou pas pro, alors peut-être qu'il y a des phénomènes, on trouvera toujours des... Voilà. Mais sinon, voilà. On connaît tous des joueurs et donc je pense qu'il faut être très vigilant chez les jeunes, et encore plus sur l'aspect athlétique, parce que tout le monde ne grandit pas de la même manière, tout le monde n'a pas les qualités physiques qui se développent de la même manière. C'est plus facile à quantifier chez les pros, enfin chez les seniors en tout cas. Les seniors. Je vais afficher de nouveau un exercice que tu as fait, quoi. Et dedans, il y a un truc qui, moi, m'a surpris, mais qui, je pense, pour moi, est cohérent, c'est le côté mélange en fait, des distances et des temps de travail dans le même entraînement ou dans le même exercice. Et ça, je trouve ça intéressant. Alors, je le partage. Donc là, tout le monde doit l'avoir, normalement. Donc, vas-y, si tu peux l'expliquer. Alors ça, c'est une séance, moi, ce que j'appelle PMA aléatoire. Alors, perso, j'ai fait depuis toujours, mais je ne pense pas être l'inventeur de ça. Mais voilà. J'aime bien ça. En fait, le principe, c'est de varier. C'est une séance intermittente, on va dire, voilà, mais où on enchaîne pas forcément la même chose, pas de la même manière, pas sur la même durée, pas sur la même intensité. Parce que j'étais parti du constat de deux choses. C'est que, premièrement, quand tu es dans le milieu amateur ou semi-pro, peu importe, tu as moins de temps. Donc, ça te permet
de mutualiser un peu des efforts. Voilà. Et deuxièmement, surtout le plus important, c'est que c'est proche des exigences du foot. C'est-à-dire que tu ne fais pas deux fois la même chose, voilà, tu es proche de l'activité. Et on pourrait ajouter une troisième chose, c'est que c'est assez ludique parce que les joueurs ne font pas la même chose, c'est pas répétitif. Voilà. Bon. Et en plus, ça se prête très bien au terrain de foot, puisque voilà, bon, par exemple, l'exemple du 15-15, on sait que ça fait à peu près 80 mètres, etc. Voilà. Le 10-20, ça fait à peu près de largeur. Enfin, voilà. Donc ça se prête très bien plus à organiser sur un terrain. Tu peux créer des groupes de niveaux, parce que sur chaque distance, tu peux créer 1, 2, 3, 4 groupes de niveaux. Donc ça, tu mets 4 coupelles, ça s'y prête très bien. Et je pense vraiment qu'on est proche d'activité. Par contre, c'est pour moi des séances qui se viennent en fin de cycle ou en cycle de compétition. Voilà. Par exemple, tiens, quand on parlait de Besançon, en national, c'est des séances que je faisais, ou en CFA, je faisais beaucoup parce que voilà, ça s'y prête très bien à ce niveau-là. Parce qu'on a moins de temps, etc. Donc on mutualise. Et par exemple, là, voilà, je donne un exemple, on peut enchaîner, on part du 30-30, on fait 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup. Ensuite, on enchaîne du 15-15, du 10-20. Ensuite, on a un 15-15 navette. On enchaîne par de nouveau un 10-20 navette. On finit par un 5-25 à 90% de la vitesse maximale. Voilà. Et on fait ça, par exemple, là j'ai donné un exemple, 2 blocs de 9 minutes. Ça peut être un exemple. Voilà. Et je trouve c'est intéressant, mais c'est forcément en fin de cycle. Ça ne peut pas être en début de cycle, voilà, c'est sûr. Moi, on a déjà échangé sur ça. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais entraîneur, donc, on faisait des séances. Et c'est vrai qu'à l'ancienne, on va dire, il y avait souvent des séances répétitives, style les 6 blocs ou 5 blocs de 30-30, etc. Et les joueurs, tu voyais bien que même nous, quand on y est passé joueur, au bout d'un moment, c'est un peu lourd. Rébarbatif. Rébarbatif. Et tu sais que tu arrives pour le faire, c'est plus dur à se motiver, et voilà, même si on sait que c'est important. Et bah, tu connais, c'est Julien Lepape qui est préparateur physique au FC Nantes et qui m'avait donné un conseil quand il était ici à Arcachon. Et il avait en fait scindé les groupes en fait, en faisant faire tourner les groupes sur les différents ateliers et mélanger en fait des exercices avec ballon, sans ballon, mais avec des éléments qui permettaient de changer, de passer sous une haie, remonter par-dessus une haie. Et c'était génial ça. Les joueurs adhéraient. Sur l'exercice que je t'ai montré, parfois, j'incorpore aussi entre chaque exercice. Par exemple, s'il a fait 30-30 de course, derrière, il fait un 30-30 endurance de force, par exemple, ou de coordination. Ouais, ça, ouais. Voilà, c'est pour que les gens comprennent ça. Ouais. Voilà, après j'utilise plus maintenant chez les pros parce que ça va pas, ça fait du général et c'est pas ce qu'on va nous. Mais ça peut très bien se goupiller pour même chez les jeunes, hein, chez les 17 ans, évidemment, ça va très bien. Hein, ça va très bien. Et je pense en plus, c'est très avantageux pour le prépa ou le coach parce que tous tes joueurs ne sont pas au même endroit. Tu fais plein de départs différents et chacun arrive à un plot et c'est très facile à contrôler. Et voilà, je trouve que c'est très facile pour l'avoir fait, peut-être, je ne sais pas combien de fois je l'ai fait dans ma carrière, c'est très facile et il y a une côté un peu moins ennuyeux que du simple 15. Oui, le but, c'est que ce soit moins ennuyeux. rigide. Et puis en plus, sur l'aspect énergétique, voilà, c'est pas bête dans l'esprit de se dire, voilà, en match, je fais pas toujours la même chose. Rapprocher de faire match. Exactement. On dit une période de préparation, tu l'évalues à combien de semaines pré-saison? C'est un peu le sujet du moment. On attend de tout, donc c'est pour ça que je te pose la question. Ça peut te dire rien dire. Ça dépend comment tu articules, parce que tout dépend combien tu fais de séances à l'intérieur. Tu vois, moi, je sais que j'aime bien faire 6 semaines parce que j'aime bien prendre mon temps, parce que je suis prépa physique et j'aime bien faire chier. Parce qu'en général, c'est 5 semaines, donc j'en veux 6. Si j'en avais 6, j'en voudrais 7. Mais force est de constater quand même, quand tu sais, quand tu as fait ta première préparation un peu générale, que derrière, tu sais qu'il y aura un coup de moins bien, tu vas un match amical, que les joueurs vont un peu compenser, ça va aller mieux, que derrière, tu vas rentrer un peu dans une phase un peu de régénération pour faire un peu une période de compétition, post-compétition, pré-compétition, pardon. Tu sais que 6 semaines, tu n'auras pas plus de temps que ça. Hein. Mais regarde bien, tu as d'autres clubs, le PSG, hein, des mecs qui vont faire des saisons longues. Les mecs, ils arrivent, ils font 3 semaines et demie, 4 semaines, et puis physiquement, ils sont là. Donc ça dépend de qui tu as en face de toi. Moi, je sais que. Oui, c'est le point de niveau aussi. Ouais, mais même, tu sais, c'est le même niveau, mais même dans la ligue, j'estime que être préparateur physique au PSG ou être préparateur physique à Monaco ou préparateur physique dans un autre club, c'est pas le même métier. Parce qu'en face de toi, tu n'as pas les mêmes mecs. Donc, tu fais pas la même chose. Donc, voilà. Mais moi, je sais que j'aime bien 6 semaines parce que j'ai ma grille un peu, j'ai mon programme et ça me va bien. Mais bon, là, en ce moment, c'est un sujet qui est intéressant puisque avec le Covid, avec les arrêts, etc. Tout, on ne sait pas comment on va. Enfin, on sait, mais voilà,
je peux pas en parler, mais voilà, il y a des clubs qui vont faire 10 semaines, 11 semaines, 8 semaines. Enfin, là, ça va être particulier, ça va être encore de nouveau un bon test. Voilà. Ouais, Vas-y, Med. Après, je pose moi, ma question, je te l'ai posée parce que bon, tu es passé quand même par le milieu, on va dire CFA, tout ça. Donc, c'était plus dans ce sens-là, tu vois, parce que nous, par exemple, je sais que notre prépa, il fait 6 semaines, mais là, on va se retrouver face à une période un peu particulière, tu vois, avec la pandémie, sachant que les joueurs ont été arrêtés, 3 mois, on peut le dire, hein, facilement. Donc voilà, c'est plus dans ce sens-là que je posais la question de savoir Et, regarde, comment on s'adapte par rapport on à sait cette. pas, on jouait contre Seb, tout, on faisait 6 semaines, mais parce qu'on avait aussi des joueurs fédéraux, voilà, on pouvait se permettre, voilà. Est-ce qu'après, quand tu n'as pas forcément beaucoup de joueurs fédéraux, nous on avait 15 contrats fédéraux, tu vois, c'est bon. Voilà. Après, tu peux planifier aussi, c'est-à-dire tu peux partir du principe, Imed, que après, bien sûr, c'est encore une fois, c'est en fonction de ton championnat, en fonction de ton effectif, en fonction si tu as un effectif assez conséquent, que tu sais que sur la durée de la saison, ton effectif va répondre présent, tu peux très bien reprendre que 2 semaines avant ton championnat et prendre 4-6 semaines inclure 4-6 semaines de championnat dans ta prépa, en gros. Mais par exemple, nous, pour le cas de Besançon, on avait un des plus gros budgets, on devait monter chaque année, on devait monter. Donc nous, on savait que les points, il fallait les prendre tout de suite parce que les 2 points qui allaient être manqués au début de championnat, ils allaient peut-être manquer à la fin. Et c'est même arrivé une année. Donc il fallait prendre des points tout de suite. Et donc on savait qu'il fallait reprendre fin juin. Voilà. Et je pense que 6 semaines, peu importe les clubs, quand tu rates bien sur ta variation de charge, tu es quand même à l'aise quand même. Ouais, 6 semaines, moi aussi, j'aime bien. Chez les jeunes, c'est beaucoup 6 semaines. Parce qu'après aussi. C'est pour ça que je parle d'inclure pour les gens qui écoutent, d'inclure un début de championnat. Ça peut participer, on part sur 3 semaines de départ ou 2 semaines et inclure le début de championnat, les 3, 4, 6 semaines de départ. Sachant qu'en amateur, on est d'accord que quand tu n'as que 2 séances ou 3 séances en fonction du niveau, si tu fais venir les mecs 5-6 semaines avant le championnat, voilà, ça va être compliqué, quoi. Les têtes, elles vont commencer à fumer. C'est comment ça se passe. Donc, c'est pas facile. Il y a le temps de jeu aussi. Hein. Mais voilà, c'est ça, le temps de jeu, tous les matchs amicaux. C'est un calcul, c'est un calcul un peu savant, mais c'est encore une fois, ça rejoint le niveau auquel tu participes, l'effectif que tu as, parce que voilà, démarrer 6 semaines avant ou que 2 semaines et inclure du championnat dedans. Ton staff aussi. Peut-être des blessures. Après, c'est la gestion, le staff que tu as. Ouais. Et puis, après, encore une fois, ça dépend aussi du temps d'arrêt que tu as eu avant et de ce que les joueurs ont fait aussi un peu. Parce que voilà, tu sais que tu as des joueurs qui vont arriver, tu veux leur proposer un contenu, ils vont dire mais attends, Sandy, t'es gentil, ça fait déjà un mois où je suis comme ça. Et tu as des joueurs, ils vont dire calme. Alors, encore une fois, c'est même pas que une question de niveau, là, c'est une question aussi d'adapter un peu le travail en fonction de. Alors, j'ai une question pour toi qui va être bonne pour, je pense, les clubs amateurs pour la plupart. Là, tu viens de le dire, souvent les coachs, que ce soit en amateur ou autre, ils prévoient à leurs joueurs un planning pour avant la reprise de peut-être un mois de travail, s'ils peuvent faire des footings, des trucs comme ça. Toi, si tu partais du principe que tu es en amateur, on va dire en N3, imaginons, tu donnes un programme à tes joueurs, tu pars du principe que 85% de tes joueurs ne le feront pas ou le feront à moitié. Est-ce que tu mets des tests d'entrée? Est-ce que tu fais un test dès les premiers jours ou tu laisses une semaine où tu vas quand même leur faire un travail endurant et autres, et tu fais les tests après la semaine? Comment tu fais pour savoir s'ils ont réalisé un peu une remise à niveau, peut-être. Oui, j'ai fait ça pendant des années. C'est-à-dire que j'ai fait le test au bout d'une semaine parce que je savais très bien que si j'allais commencer à faire un test Van Eval ou ce que vous voulez, peu importe, j'allais cramer la moitié d'équipe. Parce que je me mets à la place des gens amateurs, c'est-à-dire que le mec il a travaillé, c'est ses vacances, aussi bien ses vacances de foot que ses vacances travail, on va dire, pour certains cas, et que forcément l'application dans le programme du mois de juin il est bien moins important que voilà, donc c'est compréhensible. Et puis quand tu as 6 semaines, j'estime que tu as largement le temps de reprendre progressivement avec du contenu un peu plus général et un peu plus aérobie, etc., et de faire tes tests au bout de quelques jours. Voilà. Et puis, tu sais, ça c'est mon avis, mais faire des tests pour faire des tests, des fois, pour moi, ça me fait rire parce que tu fais un exercice presque peu importe lequel, tu vas voir tout de suite le test il est fait. Quoi, voilà. Comme par exemple, le travail de coordination. Moi, j'aime bien faire le travail de coordination des fois en échauffement. Quand des joueurs, je ne les connais pas parce que tout de suite, je sais quel profil je vais avoir et puis, je n'ai pas besoin de mettre un ballon, j'ai compris. Voilà. Donc, bon, test, des fois, ça fait du beau, ça fait un beau tableau.
Et c'est pas Oui, toujours mais le problème, c'est qu'il y en a qui se servent de ce test pour faire des distances après derrière. Alors qu'en fait, on est d'accord que tu fais pas ça au départ, quoi. Il faut d'abord que tu aies au moins entamé 2, 3, 4 semaines et là, tu as jugé de la forme physique de tes joueurs De et toute façon, après, tu peux faire un test. tu es censé ne pas non plus commencer par de la haute intensité. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas Oui, besoin de valeurs forcément très intéressantes, très précises. C'est-à-dire que tu ne vas pas commencer à te mettre des plots tous les 100 mètres pour savoir que ton mec il fasse son footing à 12 km/h. Enfin, je donne un exemple bête. Parce que sinon, là, tu perds tes joueurs, quoi. Donc, ouais, encore une fois, je reviens toujours pareil à la gestion aussi bien physique que humaine. Voilà. Parce que quand tu as tes mecs derrière toi, c'est plus facile que même si tu es le meilleur prépa physique, il faut que les mecs soient derrière toi, quoi. Je pense que c'est le plus important. bien sûr. Et quel conseil tu donnerais aux clubs qui sont donc amateurs, qui ont 2 entraînements ou 3 entraînements et qui ont des joueurs qui ne sont pas totalement en forme ou qui sont en blessure, quoi, qui ont potentiellement, ils peuvent encore faire des footings ou de la musculation, du renforcement, mais ils sont blessés, et des joueurs qui reviennent de leurs blessures. Je sais pas, est-ce que tu ferais un travail à côté de ton entraînement? Si tu étais entraîneur, toi, d'une équipe amateur, je parle de N3, comment tu ferais pour que tes joueurs. Si tu n'as pas le moyen d'avoir un staff et tout ça, comment tu t'organises? Après, je suis mal placé pour te dire ça. C'est un peu mon métier. Et si je fais ça presque 50% de mon temps au club, dans mes clubs, je serais très mal placé de te dire non, il suffit que le mec reprenne 10%, 20%, 30% dans l'équipe, c'est parti. Je peux pas te dire ça parce que aujourd'hui, dans le club où je suis, dans l'analyse où on est, on va, surtout sur les blessés, on va tellement loin, peut-être trop loin des fois, je ne sais pas, Ouais, mais ouais. que je me rends compte que des fois, tu as fait 90% bien, et puis les 10% que tu n'as pas fait bien, ou tu n'as pas anticipé, ben c'est déjà trop pour le risque de blessure. Donc si, je serais tenté de te dire que si, malheureusement, il faudrait individualiser ce travail-là, tu es obligé, quoi. Ouais. Voilà. Après, c'est pas J'avais facile. mis. Mais il y a une question qui va avec, hein, c'est l'autonomie. Hein. Oui, L'autonomie des joueurs. C'est-à-dire que aussi bien dans le foot amateur que chez les pros, on veut tellement bien faire, et je vois bien des entraîneurs de N3, de N2 qui veulent tellement bien faire, qui se donnent tellement, qu'au final, en termes d'autonomie, les joueurs, c'est presque zéro. Et chez les pros, c'est pareil. Et des fois, c'est peut-être que les joueurs devraient se prendre aussi un peu en main. C'est-à-dire que nous, on est là pour les conseiller, pour les accompagner, tout. À un moment donné, tu es capable de faire sur le bas côté du terrain, faire un exercice comme on faisait avant. Et ça marchait tout autant bien. Il n'y a pas plus de blessures il y a 30 ans que maintenant. Donc, je pense que si, on a aussi ce rôle éducatif. Et des fois, je me fais la remarque en me disant Sandy, ouais, tu lui fais 90% de la séance, quoi. Voilà. ouais. Sois autonome un peu, quoi. Sandy, moi j'ai une question et je pense aux entraîneurs régionaux, de R1, R2, en début de saison. Je ne vais pas dire il y en a un plus meilleur que l'autre. Quel test tu ferais? Bamval, Luc Léger, Alors, c'est juste pour avoir ton avis, voilà, par rapport à un club alors, amateur. alors, moi, Mini Cooper, voilà, tu vois. pendant beaucoup d'années, j'ai fonctionné, parce que j'avais le temps, avec 2 tests. Je fonctionnais au bout de quelques jours avec le VAMEVAL, ça me donnait une VMA dit continue. Oui. Voilà. Et puis après, je faisais un GACON, un 45-15, D'accord. d'intermittent. Bon, c'était il y a longtemps, mais au moins ça me donnait deux identités. Et c'était intéressant parce que je me rendais compte qu'un joueur qui avait une VMA théorique, parce que ça ne veut rien dire concrètement, mais une VMA à 17 km/h en continu, il était à 21, voilà, et inversement, enfin j'exagère, mais voilà. Donc, mais ça me donnait un outil. Voilà. Après, en allant dans le milieu pro, tu te rends compte que tu peux pas t'amuser à faire un va-mais-val au joueur, 3 jours après un gacon ou ce que tu veux, peu importe. Donc, c'est plus compliqué, donc tu vas un peu au direct. Et je pense que c'est un peu le même principe chez le milieu amateur, sauf que tu n'as pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, il y a un test qui est reconnu, qui est fait dans le milieu pro, qui est fait aussi dans le milieu amateur, semi-pro, qui est le 30-15, qui est un test qui est un test intermittent et avec des changements de direction, qui est très proche du foot, qui a été conçu par Martin Buchette là-dessus, qui est très intéressant, qui est très, très facile à mettre en place, qui te donne des informations intéressantes, des groupes de niveau. Et je pense que c'est le bon compromis pour avoir, peu importe le niveau, voilà, des clubs de Ligue 1 qui le font. Hein. Okay. Je pense que c'est le test aujourd'hui sur cette qualité physique-là, si tu veux tester là, qui paraît le plus judicieux, quoi. Voilà. Qui te va donner des informations sur un peu tout. Mais je me souviens, on avait déjà échangé il y a quelques années sur ça. Je t'avais pris à toi et puis Julien Lepap, justement.
pour cette partie dans coach adjoint, la partie athlétique. Et c'est vrai que moi, je n'avais pas pris cette notion de le test Gacon et donc le Baméval, par exemple. Et j'avais vraiment bien aimé la relation des deux, où tu voyais, quand tu faisais ces deux tests-là, tu voyais vraiment les distances qui étaient quand même différentes en fonction de si tu faisais un travail intermittent, court ou long. Et là, je m'étais dit, c'est vrai que les deux tests, ils ont leur importance. Et que tu sois en jeune ou plus en senior, je trouve, ils mettent, si tu as l'occasion, fais-le et tu verras les distances. Elles sont quand même vachement différentes. Et du coup, le travail, quand tu as ton joueur qui te fait, je sais pas moi, 4 blocs de 6 minutes de travail avec ne serait-ce que 4 mètres de plus, mais quand tu le fais aller-retour, ça fait 8 multiplié par X, c'est plus le même travail, quoi. Et je trouvais que c'était dans le vrai. Là, tu parles du 30-15, c'est ça? Oui. Peu importe, dans Coach Adjoint, je sais qu'on a fait une page sur ça, sur le tableau, et je sais qu'on doit rajouter cette partie Gacon pour que la personne puisse choisir entre le test Gacon et le test Baméval. Et du coup, tu vois les distances qui changent. Et c'est vraiment intéressant. Nous, justement, pour la saison qui arrive, le staff médical et le préparateur physique et Julien Lugier, déjà l'année dernière, ils avaient travaillé sur le Gacon et le Baméval. Ouais. Et cette année, ils vont s'appuyer justement sur l'outil coach adjoint, justement, pour remettre les tests. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que justement, ça va à ce que tu dis, Philippe, c'est que quand tu fais un test, tu testes le test. Ouais. Tu testes le test, en fait. C'est-à-dire que tu testes un protocole que quelqu'un a mis en place, a validé ou pas, mais tu testes le test. C'est-à-dire que, je te donne un exemple. Tu fais le Baméval, le joueur, il a un chiffre, tu fais le Gacon, on donne un chiffre, etc. Mais maintenant, si tu prends la VMA, par exemple, d'un test, du Gacon, et puis tu prends deux joueurs. Imaginons qu'on a deux joueurs qui ont la même VMA au Baméval et la même VMA au Gacon. Tu te dis, ils sont similaires, tout. Puis tu vas leur faire ce qu'on appelle un temps limite. C'est-à-dire que tu vas les mettre à leur VMA théorique, et tu vas leur dire de courir le plus longtemps possible à cette VMA. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des mecs qui vont il y a un qui va tenir 3 minutes peut-être, et l'autre qui va dire 8 minutes. J'exagère. Et tu te rends compte que finalement, tu te dis, attends, j'ai fait deux tests, j'essaie d'être intelligent, machin. Et en fait, finalement, les deux ne sont pas pareils. Alors qu'ils ont les deux. Donc, en fait, quand tu testes quelque chose, tu testes le test. C'est-à-dire que tu te crées un outil pour t'aider au quotidien à l'entraînement. Il ne faut pas prendre ça comme foi. Voilà. Oui, on est d'accord. Et c'est pour ça que moi, après, c'est plus facile chez les pros et même chez les semi-pros. Moi, je fonctionne beaucoup en profil physique. C'est-à-dire que j'estime que quand tu fais plusieurs tests physiques sur plusieurs qualités physiques, quand tu les mutualises sur une feuille, je schématise, je fais très. Tu as un peu le profil physique du joueur. C'est-à-dire que quand tu le compares à lui-même et surtout aux autres joueurs, tu te rends compte que, tiens, là, il est peut-être plus en avance, il est meilleur, là, il est un peu moins bon, etc. Ça te crée un profil un peu général du joueur. Et c'est peut-être plus facile pour construire ces séances individuelles que juste de prendre, tiens, là, je vais en endurance, là, je vais en vitesse, là, je vais en machin. Parce que là, finalement, tu prends qu'un paramètre en compte. Voilà. Tu individualises quand même le profil. Plus dans l'individualisation du travail, mais en même temps, c'était plus performant, on est d'accord. C'est ça que je dis, là, c'est plus quand tu as du temps, quand tu as des moyens. Mais dans l'esprit, voilà. Mais je suis d'accord sur le fait que les tests, c'est intéressant, ça donne des outils, mais je pense qu'on teste aussi le test. Voilà, c'est mon avis. Je me critique parce que ce n'est pas du tout ce que je pensais il y a peut-être quelques années, mais force est de constater que c'est vrai. Ça reste que des chiffres. Donc là, ça fait 1h15 qu'on échange et encore une fois, un grand plaisir d'échanger. L'avenir donc de Sandy, c'est quoi? Comment tu vois ça, toi? Écoute, dans le foot, tu sais pas trop. Non, mais écoute, pour l'instant, je suis à Monaco, ça se passe bien. Maintenant, voilà, le foot, surtout chez les pros, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Pour l'instant, c'est reparti pour une nouvelle saison. On verra la suite. Je prends plaisir, je continue. J'apprends beaucoup. Et je trouve que aussi, quand tu es dans un peu le haut niveau, tu fréquentes même des confrères qui ne sont pas dans ton club, qui sont compétents, et c'est super intéressant. Je trouve souvent, et je trouve pour ça que ça va être dans la même idée que les entraîneurs, je trouve que les prépas physiques français, que ce soit bien Ligue 1, Ligue 2, National CFA et même en dessous, il y a une très bonne école, les gens sont compétents, tout, et je trouve encore une fois qu'on ne s'exporte pas très bien parce que pour d'autres raisons, peut-être en termes de réseau, mais je pense que la compétence est là. Et j'ai la chance pour l'instant d'être dans le milieu pro, je prends plaisir. Demain, si je dois retourner dans le milieu amateur, ça ne me posait pas de problème, à part l'aspect, on va dire, les moyens, parce qu'au quotidien, c'est plus difficile des fois de mettre les choses en place. Mais écoute, on verra ce qu'il donne, mais pour l'instant, c'est l'avenir à Monaco. C'est pas un réseau fermé, préparateur athlétique, puisqu'on a quand même… Vous échangez beaucoup quand tu parles de confrères, parce qu'on a peut-être tendance à dire moi j'ai la bonne méthode ou je travaille pas comme toi. Non, pas quand même. Franchement non, parce qu'on sort des mêmes écoles quasiment.
On est tous à peu près BE2 ou DEF, ou voilà. Ouais. À peu près le même âge. On fait, quand tu regardes bien, c'est un peu similaire. Après, je pense qu'on ne fait pas le même métier partout, parce que tu n'as pas les mêmes mecs en face. Voilà. Je pense qu'à Monaco, je ne fais pas le même métier que je faisais à Bordeaux, que je faisais à Algérie, parce que je pense qu'en face de toi, c'est tout. Mais sinon, c'est une grande richesse aussi. Hein. non, mais et surtout, tu as la chance. Tu as la chance vraiment d'avoir en face de toi tous les matins des mecs. Voilà. En kiné, en face de moi, j'ai 7 mecs. Il y en a 2 qui étaient au Real de Madrid l'année dernière. Enfin, t'apprends. Et c'est ça qui est super intéressant. Et c'est vrai que je ne voudrais pas lâcher un peu le milieu pro parce que Bien sûr. je progresse là-dessus. Ouais. Bon, en tous les cas, c'est vraiment un plaisir, encore une fois, d'échanger samedi. Merci à vous. Merci en tous les cas d'être venu à l'émission. Merci à vous. Et je remercie aussi, tant que j'y suis, les téléspectateurs, parce qu'il y en a de plus en plus et de plus en plus nombreux. Donc, merci à eux d'avoir regardé, posé des questions, même si on n'a pas pu toutes les dire. Merci en tous les cas. Pour prévoir, donc, dans les prochaines émissions, on a encore de bons invités, de beaux invités. Donc, après samedi, c'est Xavier Collin, donc l'entraîneur de Épinal en CFA. Il y a Pierre Aristouille, qui est l'entraîneur de la réserve du FC Nantes. Il y a Franck Hayes, donc, qui est entraîneur de la Ligue 1 de Lens. Il y a Laurent Di Bernardo, l'entraîneur de la CFA, National 2. National 2, Pépite, attention. De Bourges, pardon. Il y a Jean-Marc Furlan qui arrive aussi avec l'AJ Auxerre. Et donc plein d'autres entraîneurs qui arrivent derrière. Donc c'est un plaisir. Le but, c'est bien ça, c'est de partager la richesse, comme tu le dis, d'échanger, ce que tu viens de dire là samedi. C'est un peu le but de l'émission, c'était ça aussi, de faire partager nos richesses. Et puis voilà, tout le monde peut écouter, prendre ce qu'il a envie de prendre. Il faut continuer comme ça, c'est top. Super intéressant. Merci en tout cas. Merci à toi, Sandy. Bon courage. Merci en tous les cas. Merci. Bonne saison à Monaco. Bonjour Hervé, quand tu l'auras. C'est gentil. Oui, d'accord. Je vais aller le voir même. D'accord. Sandy, bonjour à Youssouf, tu lui tires les oreilles. D'accord, ok, je dirais. Il y a du monde. Hein. Allez, merci à tous. Salut les gars. Ciao.